Bitcoin, Ethereum, les NFT. On entend ces mots absolument partout, n'est-ce pas? Dans les actus, sur les réseaux, même dans les conversations. On a l'impression que tout le monde s'y est mis et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ça reste un vrai brouillard. Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de dissiper ce brouillard. Et face à ce flot constant d'infos, c'est facile de se sentir un peu dépassé. Le risque, c'est soit tout ignorer, de se dire c'est pas pour moi, soit de se lancer à l'aveugle sans vraiment comprendre où on met les pieds. L'objectif ici, il est simple, c'est de donner les clés pour enfin saisir ce qui se cache derrière ces mots un peu barbares, et surtout, pourquoi tout ça pourrait bien redéfinir pas mal de choses dans notre futur. Alors voilà notre plan de vol pour s'y retrouver. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la crypto au juste? Ensuite, on s'attaque aux deux géants, Bitcoin et Ethereum. Après ça, on ira explorer la véritable jungle des autres projets qui existent. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour parler confiance, risque et de ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti. Ok, première étape, les fondamentaux. Avant de parler de Bitcoin ou d'autre chose, il faut vraiment comprendre les deux piliers sur lesquels tout cet univers est construit. C'est la base de tout. Alors, une crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Bon, pour faire simple, c'est de l'argent, mais 100% numérique. Mais la vraie révolution, elle n'est pas là. Elle est dans ce qu'il n'y a pas. Pas de banque centrale, pas de gouvernement qui tire les ficelles, pas d'autorité pour valider les échanges. C'est un système qui fonctionne de personne à personne et qui est sécurisé non pas par une institution, mais par des maths pures. C'est ça, la cryptographie. Et comment ce réseau fonctionne-t-il sans banque? Eh bien, grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. L'image la plus simple, et c'est vraiment la meilleure, c'est d'imaginer un immense livre de compte numérique. Chaque transaction, c'est une nouvelle ligne qui s'ajoute. Et une fois qu'une ligne est écrite, impossible de l'effacer ou de la modifier. Mais le truc génial, c'est que ce livre n'est pas gardé dans un seul coffre-fort. Non, il est copié et partagé sur des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Donc pour le pirater, il faudrait pirater tous ces ordinateurs en même temps. Mission quasi impossible. C'est ça qui le rend si incroyablement sécurisé. Maintenant qu'on a les bases, on peut s'attaquer au commencement de tout, à l'étoile originelle de cet univers, Bitcoin. C'est la toute première application concrète de la blockchain, celle qui a démarré la révolution en 2009. Pour bien saisir à quel point Bitcoin a changé la donne, il faut faire une petite comparaison. D'un côté, on a nos monnaies, l'euro, le dollar. Elles sont contrôlées par des banques centrales qui peuvent décider d'en imprimer autant qu'elles veulent. Le risque? L'inflation. Et de l'autre côté, on a Bitcoin. Là, les règles du jeu sont fixées dans le code informatique. Personne ne peut les changer. Et la quantité est limitée depuis le début. Du coup, la confiance ne repose plus sur une institution, mais sur la pure logique des mathématiques. Et voilà le chiffre magique, 21 millions. C'est tout. Il n'y aura jamais, au grand jamais, plus de 21 millions de bitcoins en circulation. C'est une règle absolue gravée dans le marbre numérique du code. Et cette rareté, qui est programmée, le rend un peu comme un métal précieux. C'est pour ça qu'on entend souvent le terme d'or numérique. C'est une potentielle réserve de valeur complètement indépendante des décisions des banques centrales. Cette citation d'Idriss Aberkan, elle est parfaite pour comprendre une autre grande différence. Il dit « Un billet de banque, c'est un numéro de série. Un bitcoin, c'est un numéro de série avec la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé. » C'est ça l'idée. Un billet est anonyme, on ne sait pas où il a été, mais chaque bitcoin, lui, a un historique complet, public, traçable sur la blockchain. C'est ce mélange de rareté et de transparence qui en fait quelque chose de totalement nouveau. Ok, donc Bitcoin, c'est un peu l'or numérique, un moyen de transférer de la valeur sans banque. C'est déjà énorme. Mais ensuite est arrivé Ethereum, qui a posé une question encore plus folle. Et si, sur cette même technologie, on pouvait faire bien plus que simplement envoyer de l'argent? Ethereum a ouvert une toute nouvelle galaxie de possibilités. L'idée de génie d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle le smart contract, ou contrat intelligent. Imaginez un contrat qui s'exécute tout seul, sans avocat, sans notaire, sans intermédiaire. C'est un simple programme informatique qui dit « si telle condition est remplie, alors je fais telle action ». Et c'est automatique, impartial et surtout incorruptible. Prenons un exemple super concret pour que ce soit bien clair, le financement participatif. Avec un smart contract, plus besoin de plateforme intermédiaire. Voilà comment ça marche. D'abord, on crée le contrat, notre fameux coffre-fort numérique, avec un objectif et une date limite. Ensuite, les investisseurs envoient leur argent, qui est bloqué dans ce coffre. Et là, deux options. Soit le projet atteint son objectif à temps, succès, les fonds sont automatiquement libérés pour le créateur. Soit il échoue, eh bien les fonds sont automatiquement remboursés à chaque investisseur. C'est le code qui fait loi. Bon, Bitcoin et Ethereum, ce sont les deux piliers, les deux soleils de cet univers. Mais depuis leur création, l'écosystème a littéralement explosé. Des milliers d'autres projets, qu'on appelle souvent les altcoins, ont vu le jour. C'est un véritable cosmos numérique.
Et dans ce cosmos, c'est un peu le zoo. On trouve de tout. Il y a les Ethereum Killers, comme Solana, qui essayent de faire la même chose qu'Ethereum mais en plus rapide et moins cher. On a les meme coins, comme le fameux Dogecoin. Ça a commencé comme une blague et c'est devenu un actif de pure spéculation. À l'opposé total, on a les stablecoins. Eux, leur but, c'est de ne pas bouger, de rester collé à la valeur du dollar. Et puis, il y a cet objet étrange, le NFT. NFT, ça veut dire jeton non fongible. Le mot-clé ici, c'est unique. Un billet de 10 € est fongible. On peut l'échanger contre un autre billet de 10 €. Mais un tableau comme la Joconde, lui, n'est pas fongible. Il est unique. Eh bien, un NFT, c'est pareil, mais pour le monde numérique. C'est un certificat d'authenticité, un titre de propriété pour un objet numérique. Pour la toute première fois, ça permet de créer de la rareté et de la propriété dans un monde où, jusqu'à présent, tout était copiable à l'infini. Ok, on a exploré la technologie, les différentes planètes de cet univers. Maintenant, il est temps de dézoomer un peu. Parce que derrière tout ce code, tous ces graphiques qui montent et qui descendent, il y a une question fondamentale, la confiance. Et bien sûr, les risques qui vont avec. Cette phrase est, je trouve, absolument parfaite. La monnaie, à travers toutes les époques, c'est de la confiance cristallisée. C'est tellement vrai. Qu'on parle de coquillages, de pièces d'or ou de billets, l'argent n'a de la valeur que parce qu'on a collectivement confiance en lui. La blockchain, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle machine à fabriquer de la confiance. Mais une machine décentralisée. Mais il faut être très clair. Là où il y a une nouvelle frontière et la promesse d'argent, il y a aussi des prédateurs. Et le monde de la crypto en est malheureusement truffé. Il faut donc être hyper vigilant. Les faux sites web qui promettent des rendements de folie, les projets qui sentent la pyramide de Ponzi, les fausses interviews de célébrités, tout ça ce sont des pièges. La règle d'or, c'est que si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle est fausse. Point. Pour mettre tout ça en perspective, ce modèle des 3 phases d'une révolution est vraiment intéressant. D'abord, une nouvelle idée est considérée comme ridicule. C'est ce qu'on disait de Bitcoin au début. Ensuite, elle devient dangereuse. C'est là où on est aujourd'hui. On entend partout que ça menace le système. Et enfin, la 3e phase, c'est quand l'idée devient évidente. Quand on se dit « mais comment on faisait avant ?» C'est ce qui est arrivé avec Internet par exemple. Et on va se quitter sur cette question qui est un peu vertigineuse, mais qui résume bien l'enjeu. L'écriture, pour les Sumériens, a tout changé. Le commerce, les lois, la propriété. C'était une révolution de l'information. Alors la question est là. La blockchain, en tant que nouvelle technologie pour enregistrer la confiance de manière immuable, est-elle en train de jouer pour notre société le même rôle que l'écriture à l'époque ? L'avenir nous le dira.